Alors que la plupart des médias répètent la même rengaine, une guerre statique, sans percée ni espoir, un examen plus attentif révèle une vérité bien plus inquiétante. Depuis plusieurs semaines, les forces russes progressent sur différents secteurs. Non pas par de grandes offensives, mais par une série d'avancées méthodiques, ciblant méthodiquement les nœuds urbains et industriels. À Volchansk, Sinelnikovo et d'autres localités, les combats atteignent une intensité inégalée depuis les premiers jours du conflit. Chaque usine, chaque gare, chaque école arrachée modifie l'équilibre du terrain. Prenons l'exemple de Volchansk. Cette ville, autrefois considérée comme un simple point sur la carte, est devenue le théâtre d'une lutte acharnée. Les forces russes y ont mené une offensive patiente, s'emparant d'un quartier après l'autre. Le bâtiment de l'ancien collège des transports routiers, par exemple, a changé de main après une semaine de combats de rue. Ce n'est pas un cas isolé. Dans le nord de Sinelnikovo, une usine de transformation du bois est tombée suite à une série de frappes de drones et d'artillerie ciblée. Pour les défenseurs ukrainiens, la situation devient précaire. Le moral s'effrite, les lignes cèdent, la fatigue s'installe. À Kharkiv et dans les faubourgs du Nord-Est, les analystes évoquent désormais sans détour le risque d'un encerclement massif, une bascule qui pourrait bouleverser l'ordre militaire régional. Pour comprendre la gravité de ce risque, rappelons-nous Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, l'encerclement de la ville par les troupes allemandes avait radicalement changé le cours du conflit. De la même manière, un encerclement de Kharkiv aujourd'hui pourrait non seulement couper les forces ukrainiennes de leur logistique, mais aussi déstabiliser l'ensemble du front oriental. La logistique ukrainienne ploie sous les coups. Routes, rails, couloirs de ravitaillement. Tous sont systématiquement visés, sabotés, parfois interrompus. Chaque jour, la menace d'un effondrement soudain s'amplifie. Les réserves s'amenuisent, les rotations se compliquent, tandis que la Russie perfectionne sa stratégie d'épuisement. Dans la région de Kupiansk, autrefois considérée comme un pivot logistique vital, les frappes russes ont détruit plusieurs ponts routiers et ferroviaires. Cela rappelle la tactique utilisée lors du siège de Leningrad, où les voies de ravitaillement étaient ciblées pour affamer la ville et ses défenseurs. À Kupiansk, les convois de munitions et de vivres sont désormais contraints d'emprunter des routes secondaires, souvent minées ou sous menace constante de frappes de drones. Certains experts vont plus loin. Ils parlent non d'une impasse, mais de la phase préparatoire d'un bouleversement stratégique. Si Kharkiv venait à être coupé, c'est la sécurité de l'Europe entière qui vacillerait. Se rassurer avec le récit du statu quo, c'est risquer de manquer une transformation majeure, aux conséquences directes sur la stabilité, l'économie et l'avenir du continent. Pour saisir l'ampleur de ce qui se joue, il faut décortiquer les faits récents et comprendre la logique profonde de l'offensive russe. Regardons en détail les événements des dernières semaines, là où la dynamique du front s'est discrètement mais radicalement transformée. Les indices d'une nouvelle phase sont déjà visibles. Pourquoi la Russie renonce-t-elle à la victoire rapide pour avancer avec une telle méthode? À l'automne de l'an 2025, cette question devient centrale, alors que la guerre en Ukraine se transforme, échappant aux anciens récits d'impasse figés. Sur le terrain, les frappes russes visent des cibles logistiques, gares, usines, routes vitales. Pas d'assaut massif, mais une stratégie de patience et de précision. À chaque avancée, Moscou cherche à déstabiliser la logistique ukrainienne, érodant lentement ses capacités de résistance. Les villages et les zones industrielles, une à une, passent sous contrôle adverse, fragmentant les défenses ennemies. Un exemple concret, la prise de la gare de Sinelnikovo. Cette infrastructure, essentielle pour l'acheminement de troupes et de matériel, a été ciblée par une combinaison d'artillerie et de drones kamikazes. Les images satellites montrent un enchevêtrement de wagons calcinés, de rails tordus, de dépôts de carburant en flammes. Cette perte oblige les Ukrainiens à repenser tout leur dispositif logistique. La surveillance russe, alimentée par une flotte de drones et une reconnaissance constante, rend chaque mouvement ukrainien périlleux. Aucun convoi, aucune rotation de troupes n'échappe à l'œil aérien. Les frappes ciblées désorganisent le moindre renfort, chaque tentative de contre-attaque est anticipée, rendant la moindre initiative coûteuse. Pour illustrer ce point, un officier ukrainien a récemment témoigné anonymement.
Nous changeons d'itinéraire chaque jour, mais il semble que les Russes savent toujours où nous allons frapper. Les drones sont partout, même la nuit. Cette omniprésence technologique rappelle l'utilisation massive de la reconnaissance aérienne par les Alliés lors du débarquement de Normandie. Mais ici, c'est la Russie qui détient l'avantage du renseignement. La logique derrière cette stratégie est limpide. Élargir le front, forcer les Ukrainiens à étirer leurs lignes, à diviser leurs forces, à défendre de multiples poches condamnées à l'isolement. Cette guerre est devenue un jeu d'usure, non de vitesse. Les points logistiques tombent un à un. Le ravitaillement se complique. Chaque position perdue affaiblit l'ensemble du dispositif. Un exemple frappant est la situation à Bakhmout. Après des mois de combat, la ville a fini par être encerclée, puis prise, non pas par une offensive éclair, mais par l'étranglement progressif de ses accès. Les défenseurs, coupés de leurs arrières, ont dû abandonner leur position faute de munitions et de soins. Ce schéma se répète aujourd'hui dans d'autres localités. Côté ukrainien, la tension monte. Les dernières réserves sont mobilisées, les défenses consolidées tant que possible. Mais l'épuisement se fait sentir, et la moindre erreur peut déclencher l'effondrement local, prélude à une crise majeure. Dans la région de Sinkivka, des témoignages évoquent des soldats ukrainiens manquant de sommeil, de nourriture et d'équipements de base. Certains racontent n'avoir reçu aucune relève depuis plusieurs semaines. Cette situation rappelle les dernières heures de la défense de Dien Bien Phu, où la fatigue et le découragement avaient progressivement sapé la capacité de résistance. Sur le plan politique, la pression grimpe d'un cran. La rencontre attendue entre Donald Trump et Vladimir Poutine est annulée. 12 propositions de paix circulent, sans qu'aucune ne débouche. Les discussions s'enlisent, tandis que le front évolue, imprévisible. Ce contexte diplomatique n'est pas sans rappeler les négociations de Minsk en 2015, où chaque partie avançait ses pions sur le terrain tout en feignant la bonne volonté à la table des discussions. Aujourd'hui, la multiplication des initiatives de paix témoigne de la fébrilité des acteurs, mais aussi de l'absence d'un consensus solide. Perdre de vue la réalité du terrain serait une grave erreur. Chaque jour, la guerre s'écrit. Ses conséquences s'étendent bien au-delà des frontières ukrainiennes. Derrière ces mouvements lents, une stratégie d'épuisement se dévoile, révélant la véritable nature de ce conflit. À mesure que la pression s'accroît, la stabilité régionale vacille. Les prochains choix des acteurs pourraient tout faire basculer. Et si la lenteur, loin d'être une faiblesse, devenait l'arme la plus dévastatrice? Sur le front ukrainien, chaque journée confirme ce bouleversement stratégique. La Russie avance moins pour conquérir que pour épuiser. La guerre se transforme en une épreuve d'endurance où l'asphyxie logistique prime sur les chocs frontaux. Depuis plusieurs semaines, l'armée russe frappe systématiquement dépôts, axes de ravitaillement et arsenaux. Cette destruction méthodique prive peu à peu Kiev de munitions, de carburant, mais aussi de mobilité. Les routes deviennent des pièges, les convois sont pris pour cible, les infrastructures vitales s'effondrent, rendant chaque renfort incertain voire impossible. Un exemple marquant, l'attaque sur le dépôt de carburant de Lozova. Cette infrastructure fournissait l'essentiel du carburant pour la région de Kharkiv. Après une frappe de missiles Iskander, les flammes ont ravagé le site, forçant les véhicules militaires à recourir à des stocks de fortune. Ce manque de carburant entrave la mobilité des troupes, ralentissant les rotations et les évacuations des blessés. Dans cette guerre d'usure, le coût humain et matériel côté ukrainien s'alourdit de jour en jour. Dans certains secteurs, on déplore chaque jour des centaines de blessés et de morts. Les blindés détruits ne sont plus remplacés, les stocks s'épuisent, les pièces détachées se raréfient. Les hôpitaux débordent, les rotations s'espacent, la tension monte. À l'arrière, la lassitude s'insinue. En Occident, la volonté politique de soutenir l'Ukraine s'effrite doucement. Les aides financières et militaires, autrefois massives, s'espacent ou se figent, freinées par des débats internes ou d'autres priorités. Les promesses d'armes s'accumulent, mais sur le terrain, l'attente semble interminable. Prenons l'exemple du système de défense aérienne Patriot promis par les États-Unis. Annoncé en décembre 2023, il n'a été effectivement livré qu'au printemps 2024.
Pendant ce délai, plusieurs vagues de missiles russes ont frappé des installations stratégiques, révélant le décalage entre les annonces politiques et la réalité opérationnelle. La Russie, elle, évite désormais les assauts frontaux trop coûteux. Elle isole les poches de résistance, coupe les communications, fragmente la défense adverse. Des positions jadis tenues sont encerclées, contournées, puis abandonnées après des jours de bombardement. C'est une guerre d'étouffement, où chaque recul ukrainien mine la stabilité du front. Ce climat d'incertitude érode le moral des troupes ukrainiennes. Malgré la rotation accélérée des cadres et quelques contre-attaques locales, la cohésion s'effiloche. Les désertions augmentent, la confiance dans les ordres vacille. La fatigue psychologique devient un ennemi invisible, mais implacable. Un soldat ukrainien a confié à un média occidental « Nous ne savons pas si nous tiendrons encore une semaine. Nous manquons de tout, et nos familles nous supplient de rentrer. » Cette usure morale, aussi déterminante que les pertes matérielles, rappelle la démoralisation des troupes soviétiques lors de la retraite de 1941. La poursuite de cette stratégie d'usure fait planer une menace majeure, la rupture soudaine d'un ou de plusieurs pans du front ukrainien. Un tel effondrement bouleverserait l'équilibre régional, menacerait des villes clés et plongerait l'Europe de l'Est dans l'inconnu. Mais la véritable bascule pourrait venir d'ailleurs. Sur le terrain diplomatique, la pression monte aussi. Les regards se tournent désormais vers les capitales occidentales, où chaque décision pèse lourd sur le destin du conflit. Si le front s'effondrait, que resterait-il à négocier? Et surtout, qui profiterait de cette bascule silencieuse qui se dessine dans l'ombre? À mesure que les forces russes avancent, le spectre d'un encerclement de Kharkiv devient de plus en plus réel. Les accès logistiques essentiels sont méthodiquement coupés. Chaque route, chaque pont qui tombe sous contrôle russe isole davantage la ville et ses défenseurs. Si ces corridors venaient à disparaître, la fragmentation des forces ukrainiennes serait inévitable. Des unités isolées, privées de renforts et de ressources, forcées à la reddition locale ou à une fuite désespérée. Dans ce contexte, deux scénarios se dessinent. Le premier, une offensive massive, cherchant à imposer une capitulation brutale. Le second, plus insidieux, une progression lente et étouffante, réduisant peu à peu les poches de résistance jusqu'à ce que les négociations se jouent selon les règles de Moscou, loin du champ de bataille. Ce ne seraient plus des termes à discuter, mais à accepter. On se souvient de la chute de Mariupol, où la résistance ukrainienne a été brisée, non par un assaut frontal, mais par l'isolement progressif des défenseurs dans l'enceinte de l'usine Azovstal. Cette stratégie pourrait être appliquée à plus grande échelle à Kharkiv. Face à cette nouvelle réalité, des signaux diplomatiques discrets apparaissent. À Washington comme à Bruxelles, l'idée d'un compromis, voire d'une paix négociée, s'impose peu à peu. Ce n'est plus la reconquête totale qui est évoquée, mais un arrangement pour éviter l'effondrement complet. La lassitude s'installe. Cette guerre d'usure coûte cher en ressources, en influence et en stabilité intérieure. Pourtant, rien n'est encore écrit. L'incertitude domine, suspendue aux choix politiques à venir. À Kiev, la résistance s'adapte, mais le soutien occidental n'est plus aussi inconditionnel qu'en 2022. À Bruxelles et à Washington, la peur d'une escalade incontrôlée ou d'un effet domino ailleurs dans le monde alourdit chaque décision. Le véritable enjeu, pour l'Europe, est de savoir si une capitulation ou une négociation sous pression ne déplacera pas les lignes rouges du continent. Une faiblesse perçue aujourd'hui pourrait, demain, encourager d'autres acteurs à tester les limites de l'ordre international. Ce moment ne concerne pas uniquement l'Ukraine, mais la sécurité de toute l'Europe, et peut-être au-delà. Comment anticiper ces pièges et tirer les leçons de ce fragile équilibre? Derrière les affrontements militaires, c'est une bataille de récits et de signaux faibles qui façonne l'avenir du continent. Ce nouvel équilibre précaire pourrait-il devenir la norme? Ou annonce-t-il, au contraire, un cycle de crise plus large encore? Ce conflit ne se limite plus à l'Ukraine. Il expose, parfois brutalement, les failles et les dangers qui pourraient menacer toute l'Europe demain. Première leçon. La guerre moderne ne se gagne pas par la vitesse, mais par la résilience. Les percées fulgurantes pèsent moins que la capacité à tenir, semaine après semaine.
Tout dépend de lignes logistiques solides, de la gestion des ressources, de l'endurance des soldats. Lors de la guerre de Corée, les lignes de front bougeaient peu, mais l'issue s'est jouée sur la capacité des deux camps à maintenir leurs troupes équipées et ravitaillées. Aujourd'hui, c'est la même logique qui s'impose. Les armées ukrainiennes et russes se mesurent moins par le nombre de kilomètres gagnés que par leur aptitude à durer dans l'épreuve. Mais la puissance des armes ne fait pas tout. Désormais, l'opinion publique et la politique intérieure sont devenus des champs de bataille. Chaque image diffusée, chaque déclaration à Kiev ou à Moscou franchit toutes les frontières. Convaincre, soutenir la guerre, garder le moral, ces fronts invisibles décident du sort des nations. Quand la lassitude s'installe, même les alliances les plus robustes peuvent vaciller. Rappelons-nous la guerre du Vietnam. Les États-Unis n'ont pas été défaits militairement sur le terrain, mais par l'érosion du soutien de l'opinion publique. En Ukraine, la multiplication des images de destruction, l'allongement du conflit, pourrait provoquer une lassitude similaire en Occident. Cela offrirait à la Russie une victoire politique, même sans percée spectaculaire. Autre leçon essentielle, la coordination entre diplomatie et opérations militaires. Chaque mètre de terrain perdu ou gagné se paie cher lors des négociations. Un simple recul tactique fragilise la position à la table et donne du poids à l'adversaire. La force n'a d'effet que si elle est relayée politiquement. La diplomatie n'a d'impact que soutenue par la puissance. Pour les décideurs ukrainiens, il s'agit de ne céder aucune position clé sans obtenir de contrepartie diplomatique. L'histoire regorge d'exemples où la perte d'une ville, comme Sébastopol en 1942, a été exploitée par la propagande adverse pour affaiblir la résistance globale. Les alliances internationales semblent solides, mais rien n'est jamais garanti. Plus le conflit s'éternise, plus la fatigue gagne les opinions, plus les promesses se fissurent. L'histoire a montré qu'au moment critique, les soutiens peuvent se désagréger, laissant un pays isolé face à son sort. Compter sur l'autre reste un pari risqué. En 2014, l'Ukraine avait misé sur des garanties occidentales pour assurer sa sécurité après l'annexion de la Crimée. Cependant, l'absence d'engagement militaire direct a souligné les limites de ces alliances. Aujourd'hui, l'Ukraine doit composer avec cette incertitude tout en cherchant à convaincre ses alliés de l'importance stratégique de sa survie. Enfin, anticiper la prochaine crise, c'est savoir lire les signaux faibles. Bien avant une offensive ou une rupture d'accord, 1000 indices s'accumulent, mouvements discrets, tensions diplomatiques, changement de ton dans les médias. Ignorer ces signes, c'est risquer d'être pris au dépourvu, une fois de plus, par l'orage de la guerre. Pour anticiper, il est essentiel de développer des capacités d'analyse stratégique au sein des gouvernements, mais aussi de la société civile. Créer des cellules de veille, former des experts capables de décoder les signaux faibles, investir dans le renseignement. Autant de mesures pour éviter d'être surpris par la prochaine rupture. Ne pas tirer les leçons de cette guerre, c'est exposer l'Europe à une nouvelle crise, imprévue et brutale. Pour chaque citoyen, pour chaque dirigeant, l'enjeu est simple, comprendre pour ne pas subir, anticiper pour ne pas perdre prise. Mais cette stratégie d'usure menée par la Russie n'est pas un hasard. Elle s'inscrit dans une évolution plus vaste, où la pression militaire et diplomatique s'entremêlent pour redessiner l'ordre européen. Ce n'est pas la fin du conflit, mais la fin d'une illusion persistante. Car au-delà de l'apparente répétition des combats, une mutation profonde se dessine. La guerre se transforme, semaine après semaine, et façonne silencieusement l'Europe de demain. La stratégie russe, fondée sur l'épuisement patient, démontre chaque jour sa redoutable efficacité. Les lignes ne sont jamais vraiment stables, elles s'érodent, parfois de quelques dizaines de mètres, parfois d'un demi-kilomètre. Toujours, l'avantage revient à ceux qui savent attendre, user et frapper au moment opportun. Pour illustrer la patience stratégique, rappelons la guerre Iran-Irak des années 80. Ce conflit, marqué par l'absence de percée décisive, a vu les deux camps s'épuiser mutuellement jusqu'à l'effondrement économique de l'un d'eux. La Russie semble s'inspirer de cette logique, préférant l'asphyxie à l'assaut. Hors du champ de bataille, la pression diplomatique s'intensifie. Négociations secrètes, menaces voilées, jeux d'alliances.
la guerre se joue aussi dans les salons feutrés, où chaque mot pèse autant qu'un tir de drone. Les discussions récentes à Ankara, Berlin ou Paris témoignent de cette diplomatie de l'ombre. Les canaux parallèles, impliquant parfois des acteurs inattendus comme la Chine ou la Turquie, cherchent à influencer le jeu sans s'engager ouvertement. Cela rappelle la complexité des négociations durant la crise de Suez, où plusieurs puissances tentèrent de tirer profit de l'incertitude générale. Ignorer ce basculement, c'est accepter de subir sans comprendre. Le mythe d'un front gelé vole en éclats. Désormais, chaque recul, chaque rupture de logistique ou de morale fait pencher la balance. Nous assistons à la naissance d'une ère nouvelle. Le conflit n'est plus seulement militaire, il est éminemment politique, civilisationnel. Pour l'Europe, le risque n'est plus abstrait. C'est l'instabilité durable, la multiplication des crises, l'érosion de la solidarité continentale. Les ressources économiques, la sécurité des frontières et même l'idée d'un avenir commun sont en jeu dans chaque affrontement. Pour s'y préparer, l'Union européenne doit repenser sa défense, mutualiser ses ressources, renforcer ses capacités de résilience. Cela passe par des initiatives concrètes, augmenter les stocks stratégiques, investir dans les infrastructures critiques, améliorer la coordination entre États membres. Chaque retard dans ces réformes accroît la vulnérabilité collective. Votre vigilance sera votre arme face à l'incertitude qui s'annonce. Il n'existe pas de conclusion facile, ni de promesse de paix à court terme. Mais il reste le choix de l'analyse lucide. Observer, questionner, refuser la facilité des récits binaires. Dans les mois à venir, alors que l'équilibre se recompose sous nos yeux, la clarté d'esprit sera votre unique rempart. Pour conclure, gardons à l'esprit que l'issue de ce conflit ne dépend pas seulement des chars ou des missiles, mais aussi de notre capacité collective à comprendre, anticiper et agir. Chaque citoyen, chaque décideur, a un rôle à jouer pour préserver la stabilité et la paix en Europe. Restez attentifs, informés, et ne cédez jamais à la facilité des analyses simplistes. C'est ainsi que l'on bâtit la résilience, pierre après pierre, dans un monde en perpétuelle mutation.